Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, c'est le premier rendez-vous de la semaine et nos intervenants sont pleins d'énergie pour débattre, échanger, se contredire, j'espère, sur les sujets que nous avons choisi de traiter. Aujourd'hui, nous commençons sur la France et l'Europe, après la nouvelle offensive du président Macron sur les travailleurs détachés, cette fameuse directive qui permet à des salariés étrangers de venir travailler en France dans des conditions sociales plus intéressantes, en tout cas plus intéressantes pour ceux qui les font travailler. Nous nous intéresserons à nouveau au feuilleton des républicains, de la droite, des constructifs. Est-ce qu'on les vire, est-ce qu'on les vire pas? Et puis il y en a aussi qui veulent virer les gens de sens commun. Bref, le traumatisme droitier continue et nous en parlerons. Nous parlerons aussi de la suite des révélations successives concernant maintenant les hommes politiques dans les affaires de harcèlement sexuel. Un député de Moselle, M. Aran, est mis en cause par une ancienne collaboratrice, Mézine Nitou. Ça n'est pas très clair tout ça. De même que n'est pas très clair le comportement de Neymar, le célèbre Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain. Je ne vous en parlerai pas beaucoup parce que ce n'est pas ma spécialité, mais heureusement il y a des gens compétents autour de cette table. Et ces gens compétents, je vais vous les présenter tout de suite. Bonsoir Daniel Villalian. Bonsoir. Vous êtes le plus compétent des compétents puisque vous avez été le patron des sports de France Télévisions. Vous êtes journaliste. Vous êtes aussi l'auteur des Évadés, ouvrage publié en 2016 et dont nous allons voir bientôt la couverture apparaître à l'écran. La voici. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Guillaume. Vous aussi, vous êtes très compétent dans plein de domaines, notamment la politique, puisque vous êtes politologue et directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Bonsoir à Yves Tréhard. Bonsoir Guillaume Roquette, bonsoir. À la voix absolument inimitable, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, éditorialiste bien sûr, pour notre quotidien préféré, et Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rubrique Débat Opinion du Figaro, vous êtes en charge du Figaro Vox, l'espace de débat et de controverse parfois, du Figaro.fr et du Figaro Magazine. Votre ouvrage, Les Nouveaux Enfants du siècle, est paru lui aussi l'année dernière aux éditions du Cerf. Alors, on commence tout de suite en entrant dans le vif du sujet avec l'offensive présidentielle sur les travailleurs détachés. Vous savez, ces salariés venus d'autres pays d'Europe et qui viennent travailler en France en étant payés la même chose, mais avec des charges sociales qu'ils règlent dans leur propre pays et qui donc sont souvent inférieures. Emmanuel Macron voudrait modifier profondément cette directive, voire la faire annuler. Est-ce une bonne idée? Eh bien oui. En tout cas, c'est l'avis de Jean-Claude Mailly, le patron de Force Ouvrière. C'était ce matin dans Territoire d'Info, chez nos confrères de Public Sénat. Là, la France a une position plutôt en avant sur ces questions-là. J'espère qu'il finira par y avoir une majorité qualifiée pour qu'on révise cette directive et notamment tous les abus qui existent actuellement dans différents secteurs. C'est-à-dire que les étrangers doivent payer les mêmes cotisations quand ils viennent en France? Oui, un travail égal, salaire égal. C'est ça la règle. Donc il faut que ce soit appliqué partout. Alors, salaire égal, pour être plus précis, charge sociale égale, en l'occurrence. Alexandre Devecchio, on vous a parfois entendu un peu critique sur la construction européenne, mais là, pour le coup, voilà l'Europe sociale qui est en marche, c'est une bonne nouvelle. Voilà. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite, parce que Emmanuel Macron est un petit peu isolé, pour le coup, sur ce dossier, et je pense que ça va être très compliqué pour lui d'obtenir des choses, même si je crois que ça va dans le bon sens. Juste quelques chiffres, parce que souvent on dit que c'est une affaire anecdotique et symbolique. 2 millions de travailleurs détachés en Europe, près de 300 000 en France, dont 100 000 dans le bâtiment. Donc sur le plan de l'emploi, ça représente quand même quelque chose. Et puis c'est à la fois quelque chose de concret, je crois, et à la fois symboliquement c'est très fort, puisque ça s'ajoute au problème des délocalisations et du dumping social. Donc ça donne la vision d'une Europe économique, non pas de la concurrence libre et non faussée, mais de la concurrence déloyale. Alors moi, on ne va pas juger Macron tout de suite. Peut-être qu'il va obtenir des choses, mais je fais le pari que malheureusement à 27 ce sera très difficile. Et moi je crois qu'aujourd'hui il y a deux solutions. Soit on démantèle les traités, mais ça nous entraîne dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Soit on fait les choses de manière unilatérale. Je pense qu'il n'y a aucun chef d'État pour l'instant qui a le courage de le faire. Mais je crois que on veut faire évoluer l'Europe, il faut la faire évoluer par crise. Et qu'Emmanuel Macron, s'il veut vraiment obtenir quelque chose, doit
taper du poing sur la table et expliquer que les travailleurs détachés sont illégaux en France, tout simplement. Mais pourquoi est-ce qu'il le serait forcément, Yves Tréhard? Oui, parce que quand on achète des produits, l'Europe c'est la libre circulation des marchandises et des personnes. Bon, vous achetez une cravate fabriquée au Portugal. Bon, au Portugal aussi il y a moins de charges sociales, et donc la cravate est moins chère. Oui. Et ben ça s'appelle l'Europe. Et pourquoi est-ce que ça marcherait pour les marchandises et pas pour les gens? Eh ben parce que les gens, eux, ils travaillent sur place. C'est pas pareil, si vous voulez. Une marchandise, vous l'achetez au Portugal, c'est moins cher. C'est normal, c'est la loi du marché. Mais là où c'est pas normal, c'est parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes dans tous les pays pour, justement, faire travailler les gens. Vous allez en Grèce. En Grèce, d'abord, vous payez même pas de charges puisque vous payez tout au noir. Donc c'est réglé comme ça. Donc Alexandre a raison. Il a raison de s'occuper de prendre ce problème à bras-le-corps parce que ça, c'est symbolique. Macron, là, pas d'Alexandre. C'est symbolique. Non, Macron, oui. Parce que il montre au moins qu'il a une volonté de réformer l'Europe. Et c'est un symbole fort, le travail détaché, parce que le travail détaché est très impopulaire, comme on le sait. Donc ça n'a rien à voir, votre histoire de cravate. Moi, si j'ai envie de m'acheter une cravate pas chère, je peux très bien aller au Portugal, certes. Mais si votre travail... il n'y a même pas besoin, chérie. Il suffit d'aller dans le supermarché d'à côté. Elle vient en France, elle sera taxée de toute manière. Mais si, elle sera taxée. Elle aura quand même certaines taxes qui lui seront imputées. Donc, c'est pas tout à fait pareil que le travailleur détaché qui, lui, a des charges sociales. Ces charges sociales ne sont pas payées dans le pays d'accueil, elles sont payées dans le pays d'origine. Une fois de plus, je suis le seul vrai libéral autour de cette table. Si on proposait des journalistes détachés pour vous remplacer, vous prendriez bien. On n'arriverait sûrement pas à en toucher aussi peu payé que moi, si vous saviez. Frédéric Dabi, c'est vrai ce que dit Yves Tréhard, c'est très impopulaire, ces travailleurs détachés? Complètement, c'est un enjeu important pour Emmanuel Macron, qui a été élu par la France du oui, dans un contexte où la France du non est très largement majoritaire. La France du oui au référendum de 2005 au référendum complet plutôt, au référendum du 29 mai 2005, il a eu face à lui que des candidats eurosceptiques. Il a besoin, je pense, d'obtenir des résultats de manière plus importante que le François Hollande de 2012 qui avait promis de renégocier le traité européen avec le résultat que l'on sait. Les Français sont extrêmement... je dirais, dans leur critique qu'ils font de l'Union européenne, sont très marqués par la question des travailleurs détachés. Il y a une question que l'IFOP pose depuis une vingtaine d'années qui est êtes-vous d'accord ou pas avec la phrase suivante, avec tous les traités européens que la France a signés, les gouvernements n'ont plus de marge de manœuvre. C'est systématiquement 3/4 de oui, avec pas la moindre différence entre la gauche et la droite. Une nuance entre les Français du oui et ceux du non. Donc il a vraiment besoin d'obtenir des résultats pour essayer de... Dans un contexte où les Français sont aussi un peu moins sévères sur l'Union européenne, ils ont un regard peut-être un peu différent sur l'Europe, dans la mesure où on en a déjà parlé ici, le sentiment que la France a la solution des problèmes est de moins en moins prégnante dans l'opinion des Français. Et au contraire, sur les questions migratoires, sur les questions des réfugiés, sur les questions de la sécurité, les Français prennent de plus en plus conscience que la solution se trouve peut-être au niveau de l'Europe. Mais, comme le disait Yves, comme vous le disiez vous, Alexandre, il y a... quand même, le résultat n'est pas du tout assuré. Vous disiez pas de différence sur la gauche et la droite, et d'ailleurs, Hugo Gagneux, nous dit très justement, je ne comprends pas pourquoi on a blâmé Wauquiez quand il a fait la clause Molière. Vous savez, la clause Molière, ça forçait aux travailleurs de parler sur les chantiers, d'avoir des traducteurs sur les chantiers. Absolument, ce qui était une façon en fait d'empêcher des travailleurs venus d'Europe de l'Est pour travailler sur les chantiers, soyons clairs, alors qu'aujourd'hui Macron semble s'intéresser au travail détaché. Effectivement, c'était la même démarche, Daniel Bilalian. Oui, alors première chose, déjà, n'achetez pas vos cravates au Portugal. Pourquoi? Parce qu'elle se détricote. Le fils de tailleur que je suis vous interdit d'acheter une cravate au Portugal. Une cravate, ça s'achète à Londres, dans Jermyn Street. Son principe de base, je n'ai jamais essayé d'être aussi élégant que vous, Daniel, parce que c'est peine perdue. C'est le principe de base. Bon, une fois cette réflexion politique faite, non, je pense que Emmanuel Macron joue gros parce qu'il est quand même considéré comme un européiste, comme on dit. Et comme on dit tous les jours aussi que le Brexit, c'est une des raisons du Brexit, c'est le plombier polonais. Je pense qu'il joue gros parce que par rapport au Front National qui est aujourd'hui au plus bas, le fait de ne pas gagner cette bataille des emplois détachés, ça peut lui coûter cher quand même. Ça peut prouver une nouvelle fois,
Et nombre de Français sont de cet avis que l'Europe, finalement, eh bien, elle ne se gouverne pas telle que la France voudrait qu'elle soit gouvernée, et qu'après tout, pourquoi continuer à respecter les accords de Schengen, etc. Il joue très gros sur le côté européiste, parce qu'il a quand même fait toute sa campagne sur « je suis européen », etc., etc. Et s'il n'arrive pas à faire passer cette petite mesure, parce que vous avez dit... Non, c'est pas une petite mesure, c'est une mesure qui est lourde. Et c'est là où il faut, d'ailleurs, pardon Daniel de vous couper, en tout cas, symboliquement, elle est forte. Le plombier polonais dont parlait Daniel Bilarian, c'est essentiel. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec cette poussée de fièvre régionaliste, voire indépendantiste qui passe. Alors, évidemment, il ne faut pas tout mélanger, mais il y a quand même dans ces réactions-là un rejet de l'autre. Donc, il faut faire très attention, et c'est pour ça qu'il a raison de s'attaquer à ce sujet-là. Le problème, Yves, c'est que les Français ont toujours l'impression que les Européens, les députés européens, les fonctionnaires européens s'intéressent beaucoup plus à la taille de nos fromages et à l'appellation de nos vins. Et à la longueur des cravates. Et à la longueur des cravates, qu'aux problèmes comme l'immigration. Cette Europe à 27 n'a pas réussi à mettre sur pied un plan pour limiter l'immigration de manière cohérente. C'est quand même ça qui nous intéresse, nous. Moi, je me fous pas mal que les fonctionnaires européens s'occupent des AOC. Bien sûr. Et alors, il y a un autre problème qui est pointé avec ce sujet, c'est l'adoption des majorités qui se constituent. Est-ce que sur le sujet des travailleurs détachés, on est obligé d'avoir l'unanimité des D'autant que là, on parle beaucoup des pays de l'Est, mais les les Espagnols, par exemple, pour ce qui concerne les chauffeurs routiers, ne sont pas actuellement en train d'être d'accord avec Emmanuel Macron. Ils sont contre les Portugais et les Espagnols. Alors, Alexandre Devecchio, vous êtes pour la majorité qualifiée, pour que les nations Moi, j'ai donné ma position. À mon avis, le seul moyen de faire évoluer l'Europe vers une Europe de la coopération et des États-nations, c'est de déclarer unilatéralement que les travailleurs détachés sont illégaux. À mon avis, il ne s'en sortira pas autrement. Cela dit, s'il est vraiment très très fort et s'il veut me faire mentir, il a peut-être un coup à jouer pour faire peut-être même une pierre deux coups, puisque les pays de l'Est qui sont favorables aux travailleurs détachés sont défavorables aux quotas de migrants et pourraient... donc il y aurait peut-être un donnant-donnant à faire là-dessus qui, à mon avis, satisferait les Français dans leur ensemble. Alors, il n'y a pas que sur les travailleurs détachés que la France entend ramener l'Europe à son point de vue. Il y a d'autres sujets. Ils étaient abordés ce matin par Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, ce matin sur RTL, où il a notamment parlé des glyphosates. Vous savez, ce fameux agent qui permet de tuer les petites bêtes et les mauvaises herbes, présent notamment dans le Roundup, et qui, semble-t-il, est extrêmement dangereux. Écoutez ce qu'en dit Nicolas Hulot. La loi hydrocarbures, mes camarades, comme vous dites, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qui a été votée il y a une dizaine de jours au Parlement. Elle doit passer au Sénat, elle reviendra à l'Assemblée. Mais enfin, très sincèrement, on est le premier pays industriel qui prenons ce type de décision. Sur le glyphosate, désolé de vous dire, si j'avais pas mis sur le CETA, si j'avais pas mis ces sujets-là sur la table, eh bien ces sujets-là, ils seraient sous le radar. Là aussi, Frédéric Dabi, sur le glyphosate, sur la préoccupation écologique, les Français sont à peu près unanimes, enfin, sauf les agriculteurs, parce que certains disent attention, si vous nous empêchez de mettre des produits comme cela, on ne sera plus assez compétitif parce qu'on aura moins de rendement. C'est un problème classique. C'est vrai que d'une manière générale, dans le contexte de crise économique et de focalisation sur la question terroriste, les questions environnementales passent largement après, sauf quand les Français ont le sentiment qu'elles ont un impact sur la santé. Et sur le glyphosate, je n'ai pas d'enquête en tête, mais j'anticipe plutôt une opinion favorable à son interdiction qui se retrouve en contradiction avec les agriculteurs. Maintenant, Nicolas Hulot, il est un peu dans le même il y a le même enjeu qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire faire imposer son point de vue, exister dans un contexte où les Français sont plutôt sceptiques sur la réalité de son action et sa capacité à faire bouger les choses. Il y avait une enquête IFOP dans le JDD la semaine dernière où on voyait très bien qu'une majorité très nette de Français, y compris des sympathisants de la République En Marche, voyaient Nicolas Hulot plus comme une caution et comme un symbole que comme quelqu'un qui aurait la capacité de faire progresser les questions environnementales. On en a parlé ici, je crois que ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que Nicolas Hulot se banalise en étant dans un gouvernement. Lui, c'est une figure de l'écologie, c'est une conscience de l'écologie, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais il est devenu ça. Et à partir du moment où il participe à un gouvernement qui doit prendre des décisions qui sont lourdes, comme l'interdiction du glyphosate, alors qu'on sait que le glyphosate sert considérablement à beaucoup d'agriculteurs et qu'il faut une période de transition, eh bien, il perd nécessairement
un peu de sa force de frappe. C'est exactement la même chose sur le nucléaire. On sait que c'est un militant anti-nucléaire, Hulot, mais il va être obligé d'aller beaucoup plus lentement que son discours ne veut bien le dire. Donc, d'une certaine façon, la position de Nicolas Hulot, c'est de dire maintenant il faut que je passe à l'acte. Donc, il fallait que je rentre dans un gouvernement après avoir refusé à maintes reprises de vouloir participer à une aventure gouvernementale. Là, il change de casquette complètement. Il est devenu un homme politique, et l'homme politique, eh bien, n'est plus une conscience comme il l'est quand il est hors des affaires, je dirais. Je passe la parole à Daniel Bilalian. Juste une phrase pour rappeler que l'Europe dit le glyphosate, une période de transition de 10 ans, alors que Hulot dit non, moins de 5 ans et idéalement 3 ans avant de l'interdire complètement. Oui, Nicolas Hulot, il a quand même beaucoup molli depuis qu'il est au gouvernement. Mais il est obligé. Il a été pris au gouvernement, c'est un people, quoi. Il était un peu... Non, il n'est pas vu comme un people. Il est vu comme quelqu'un qui a une vraie compétence là-dessus. Je répète, pour moi, il est venu comme un people. C'est pas comme ça que les Français le perçoivent, d'ailleurs. Voilà. Rassure-nous, tous les gens qui sont beaucoup passés à la télévision ne sont pas seulement des people. Non, mais lui est un people. Il vient d'une émission de variété, il passait au-dessus des montagnes, etc. Vous partirez pas en vacances ensemble, alors. Mais non, mais j'ai rien contre le personnage, mais pour moi, c'est un people. Il a été engagé pour ça. Non, il a beaucoup molli, et c'est ça qui est, sans doute par rapport aux gens qui l'apprécient, c'est sans doute pour ça qu'ils sont déçus. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, il est dans le langage politique, pas tout de suite, dans 2 ans, dans 3 ans. Et moi, ce que j'imagine surtout derrière ça, c'est le lobbying de sociétés comme Monsanto, etc. Monsanto, le fabricant du Roundup, utilisateur de glyphosate. Ça doit être terrifiant, parce que ces gens-là ont à leur merci pas mal de gens. Et effectivement, par ailleurs, les agriculteurs ont raison aussi, parce que si nous faisons de l'agriculture bio et sans produits comme cela, dans un monde qui n'a plus de frontières, les autres vont continuer à faire leurs produits. Regardez le scandale actuellement des produits bio qui sont bidons et qui nous arrivent d'Extrême-Orient ou d'ailleurs. Donc comment aujourd'hui, à partir du moment où nous sommes dans un monde Googleisé et GAFAtisé, on ne peut plus prendre une décision comme celle-ci en France, sinon vous mettez les agriculteurs au chômage. Alors, le débat d'ailleurs continue sur le Figaro.fr. Il y a Yves Aguila qui nous dit « Lorsqu'il y a péril dans la demeure, il est normal que la France fasse piller l'Europe. Si vous étiez agriculteur et que vous pensiez au suicide, que penseriez-vous » Alors, en l'occurrence, les agriculteurs, là, ils sont, en tout cas pour certains d'entre eux, plutôt pro-européens parce qu'ils ne veulent pas qu'on arrête tout de suite le glyphosate. Et Hugo Gagneux qui répond « Ce qui énerve les Français, c'est qu'on a fait de l'écologie politique. Par exemple, le diesel, valorisé depuis 30 ans, est maintenant décrié. Les politiques de gauche ont tué l'écologie citoyenne. » Et bien voilà, c'est un point de vue, mais c'est aussi le nom de l'émission, donc ça tombe bien. Je vous propose qu'on parle maintenant des Républicains avec ce feuilleton qui n'en finit pas sur les constructifs. Vous savez, ceux qui ont pour Macron les yeux de chimène. Est-ce qu'il faut les virer? Oui, non. On fait des réunions, on se revoit, on temporise, on décide. Ça devrait avancer cette semaine. C'est le copier-coller il y a 15 jours. Voilà, c'est le copier-coller il y a 15 jours, dit Frédéric Dabi, qui me plante mon sujet. C'est bien gentil. Mais pas du tout. Non, parce que depuis... Il y a eu des prises de position nouvelles. Par exemple, celle de Nadine Morano, qui, comme d'habitude, ne fait pas dans la périphrase. Vous savez, constructif, c'est nom de code pour traite. Excusez-moi, mais moi je le conçois comme ça. Alors, constructif, c'est le nom de code pour traître, voilà, qui a le mérite de la clarté. Yves Tréhard, c'est aussi votre avis ? Écoutez, je ne sais pas si c'est mon avis, simplement que c'est un sujet qui n'intéresse personne. Je ne voudrais pas casser votre sujet. Mais sincèrement, quel est le sujet ? Beaucoup de Français se disent, mais attendez, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont plus d'accord avec les Républicains, mais pourquoi ils ne sont pas partis de leur propre chef dès le début ? Et pourquoi ils ne sont pas partis de leur propre chef dès le début ? Parce que justement, ils veulent ennuyer leur ancien parti, parce qu'ils veulent les pousser à prononcer l'exclusion. Et chacun sait que l'exclusion, c'est peut-être très impopulaire, en tous les cas, dans l'esprit de beaucoup de Français. Sincèrement, ce que veulent les électeurs, et notamment les électeurs de droite, c'est que les choses soient claires. C'est-à-dire, je pense que pour une majorité d'entre eux, ils sont pour que les constructifs quittent le navire de la rue de Vaugirard et que, eh bien, les Républicains se reconstruisent, évidemment, sans les constructifs, qui ne seront rien, d'ailleurs, hors les Républicains, puisque, de toute manière, Macron n'a pas besoin d'eux, donc ils peuvent très bien créer leur parti, ça ne gênera, à mon avis, personne. Alexandre Devecchio, on vire pas ?
Non, mais ça paraît tellement être... Enfin, c'est un peu un gag, effectivement, qui revient chaque semaine. Un running gag. Je pensais qu'ils étaient exclus depuis longtemps. Et en fait, non. C'est quand même surprenant, cette difficulté à exclure des gens qui se sont, en fait, exclus d'eux-mêmes. On se souvient que même Laurent Wauquiez, qui a la réputation, selon d'un certain journaliste, d'être un ultra-conservateur, un dur, quand Sens Commun parle simplement de discuter avec des individualités du Front National ou qui ont appartenu au Front National, il dit il y a une ligne rouge intangible, ils seront immédiatement expulsés. Et pour des gens qui effectivement jouent dans le camp adverse, il y a beaucoup plus de difficultés. Donc ça dit quelque chose finalement sur le positionnement de cette droite-là. On nous dit dans les médias que c'est une droite ultra-conservatrice, proche du Front National. En réalité, non. Son centre de gravité reste libéral, européen, tout à fait modéré. Alors, au cas où vous vous inquiéteriez, Alexandre Devecchio, de voir les gens de Sens Commun être exclus des Républicains, puisque leur président a donné le sentiment de tendre la main à Marion Maréchal Le Pen, eh bien, il y en a un qui est contre et qui, au contraire, veut qu'on les garde dans la maison. C'est Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. C'était hier sur BFM TV. Quand Sens Commun dit français égale chrétien en quelque sorte, ça pour vous c'est une valeur... Je respecte aussi ce message. Refusons les anathèmes, refusons les mises à l'écart. Les militants de Sens Commun ont des convictions, ils croient à une certaine idée de la famille qui ne mérite pas aujourd'hui ces insultes permanentes. Donc ils ont toute leur place Ce sont des gens de conviction, ils ont leur place au sein des Républicains. Bon, tout ça est absolument surréaliste. On veut virer tout le monde, la gauche, la droite. Le parti se renforce en s'épurant. Vous connaissez la phrase stalinienne. Du point de vue de l'opinion publique, il y a une double en fait indifférence. L'indifférence parce que la scène parlementaire n'est pas une scène visible. Le terme constructif est extrêmement peu connu. Il a peu pénétré le corps social. Et puis les gens savent pas ce que c'est les constructifs. Très très peu. Et puis la vie des organisations partisanes intéresse peu. Maintenant, pour rebondir sur ce qu'a dit Nadine Morano, le peuple de droite ne voit pas Bruno Le Maire, Édouard Philippe, des constructifs comme des traîtres. On voit très bien qu'il y a une part très importante des électeurs de droite qui sont sensibles et qui soutiennent la politique de transformation du gouvernement actuel. Vous avez vu notre sondage d'hier sur la présidentielle 6 mois après. C'est un exercice de style, mais le fait majeur, c'est que 36% des électeurs de Nicolas Sarkozy 2012, qui étaient des électeurs de droite, bien de droite, voteraient en faveur d'Emmanuel Macron. C'est là le problème dans lequel se trouve la droite. Elle aurait peut-être dû LR trancher très vite au cœur de l'été et les Français seraient passés à autre chose extrêmement vite. Et là, ça semble une sorte de poison lent qui les gêne sans pour autant avoir des conséquences majeures dans le rapport aux Français. Ce qui peut conforter les constructifs, c'est justement ce sondage. En se disant aujourd'hui, puisque Macron serait élu avec 28% au lieu de 24%. Si on refaisait l'élection. Ça doit les encourager à continuer à se marginaliser du parti. Oui, mais les constructifs, ils n'existent pas en dehors d'Emmanuel Macron et de la République. De toute façon, un parti qui s'appelle les constructifs, ça n'a pas de sens. Non, mais ils songent à... Les constructifs, c'est dans le bâtiment, mais... Ils songent à fonder... Les travailleurs détachés, parfois. Ils songent à fonder un parti, mais c'est un parti qui, de toute manière, n'aura qu'une visibilité très faible, parce qu'il n'existe effectivement que par la République en marche. Après ce qu'on a vu ce week-end avec Juppé recevant Édouard Philippe, Gilles Boyer, on a l'impression que les juppéistes vont devenir des macroniens rattachés. Édouard Philippe, donc Premier ministre, ancien collaborateur d'Alain Juppé. Juppé a trouvé que c'était fantastique leur aventure. Et Gilles Boyer, ancien directeur de campagne d'Alain Juppé, et aujourd'hui conseiller spécial du Premier ministre. Voilà. Travailleurs détachés, eux aussi, peut-être. Merwan Meadji nous a rejoint. Bonsoir, Merwan. Du Figaro.fr. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux de ces guérillas internes? Alors, on a demandé sur Twitter, mais aussi sur le Figaro.fr, si les constructifs étaient un atout pour Macron. Sur Twitter, c'est très serré. On a 51% de nos internautes sur 500 votants qui sont contre, enfin qui disent non à cette réponse. Même chose sur le Figaro.fr, 53% pour 1800 votants à peu près. Parmi les tweets les plus populaires aujourd'hui, on a notamment ce matin le député Éric Ciotti, dont on parlait tout à l'heure, qui disait que le feuilleton des constructifs n'a que trop duré, on ne peut pas être dedans et en dehors de notre famille politique. Ce à quoi Mickaël Pilaté, conseiller élu à l'Assemblée des Français de l'étranger et délégué Les Républicains
au Canada, lui a répondu « Éric Ciotti veut l'exclusion des constructifs ». Pourtant, quand il était au groupe Rassemblement UMP à l'Assemblée, il n'a pas été exclu. Pour les internautes qui ne se souviennent plus, c'était un groupe parlementaire qui n'a vécu que quelques mois fin 2012, à l'initiative de François Fillon, qui contestait les résultats du congrès de l'UMP qui donnait Jean-François Copé vainqueur. Et parmi les internautes du Figaro, la plupart de ceux qui commentent sont de toute évidence pour leur éviction. On a Cherry Blossom, qui est probablement une fan de la série Riverdale sur Netflix, qui revient sur ce qu'avait dit Florence Portelli, la candidate à la présidence des Républicains, qui demandait aux constructifs de partir et de rembourser les 6 000 € perçus pour être allés aux législatives. Elle écrit « En fait, la raison, elle est peut-être là, ils ne veulent pas partir parce qu'ils ne veulent pas rembourser ». On a Anonyme 238 qui nous dit « Les constructifs ont privilégié leur intérêt personnel à leur fidélité partisane. On ne peut revendiquer le beurre et l'argent du beurre. » Peut-être la confiture. Les Républicains seraient bien avisés d'acter leur défection. Nous, électeurs, attendons un peu de clarté et de courage. Et enfin, on a Nikaya 10, une abonnée du Figaro.fr, qui nous dit « La droite doit être claire avec un programme qui n'est pas celui d'En Marche. Il faudrait assainir pour être crédible. » Et enfin, je voulais terminer par ce tweet de Raphaël Enthoven, philosophe sur Arte et Europe 1, qui nous dit « Insoumis, républicains, constructifs, patriotes, pourquoi les partis politiques se donnent-ils désormais des noms pluriels ?» Merci beaucoup. Non, mais les mots ont leur importance en termes sémantiques. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on parle d'exclusion alors qu'il suffisait que le groupe républicain dise « Bon, bah, vous êtes parti, vous avez quitté le parti, vous avez démissionné ». Voilà, pour nous, c'est une démission. Sauf qu'ils disent, bah non, on n'a pas démissionné. Ben oui. Oui, mais moi, je suis patron du groupe républicain, je dis, ils ne sont pas exclus, ils sont partis, donc voilà, pour nous, ils sont partis. Les mots ont leur importance, mais aujourd'hui, le mot exclusion, c'est ce mot qui est... Ils ont payé leur cotisation aussi, Daniel. Alexandre Devecchio, il est temps qu'il y ait un patron dans ce parti pour en finir avec cette ambiance de cour de récréation ? Je dirais un patron, oui, mais quel patron ? Il faut voir quelle est sa ligne, quel est son projet. Et est-ce qu'il est cohérent ? Surtout, effectivement, il semble que Laurent Wauquiez soit le favori, on le dit. Qu'il cherche plutôt à aller chercher, effectivement, les électeurs, soit qui n'ont pas voté, soit qui ont voté Front National, les classes populaires qui n'ont pas voté Macron, puisqu'il n'a pas tellement le choix, puisque l'espace du centre-droit est occupé par Macron, mais pour convaincre justement ces électeurs, je crois qu'il faut un minimum de clarté. Ils ont trop l'habitude que la droite gagne les élections grâce aux conservateurs, grâce aux eurosceptiques, grâce aux souverainistes, pour ensuite faire la politique finalement d'Emmanuel Macron. Donc il va falloir que le patron soit convaincant et prouve sa sincérité. Je crois qu'aujourd'hui, à ces électeurs-là, on ne leur fera pas de chèque en blanc. Frédéric Dabi, encore un mot, vous disiez que les Français ne savaient pas très bien ce que c'était que les constructifs. Et Sens commun, ils savent ce que c'est ou c'est la même chose, ça leur dit pas grand-chose ? Je n'ai jamais sondé l'ensemble des Français là-dessus. J'imagine que oui, ce n'est pas non plus quelque chose qui est très très signifiant pour une part importante de Français. Alors ça a un rôle plus important pour les adhérents. J'ai fait quelques réunions d'adhérents LR, de candidats LR pendant les élections législatives à leur demande, comme je le fais pour d'autres partis politiques. J'ai très bien vu les tensions extrêmement fortes dans quelques circonscriptions entre adhérents LR, je dirais, canal historique, sarkozyste, voire juppéiste, et les personnes se déclarant proches de Sens commun. C'était vraiment, je dirais, parfois deux mondes irréconciliables, parce que d'un côté, et c'est ce qu'on voit maintenant du côté du regard des sympathisants de droite, il y avait pendant cette campagne présidentielle, une attraction non négligeable pour Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant avec Sens commun, c'est que c'est un peu une construction quand même médiatique. Sens commun, c'est quoi ? C'est 7, 8, 9% des adhérents des Républicains. C'est vraiment une poignée. Et je pense que la médiatisation de la campagne, la campagne de François Fillon, où ils ont joué quand même un rôle assez important pour remobiliser un peu les troupes quand il y a eu la crise au moment de la crise la plus forte. Mais depuis, il y a un petit jeu dans les médias qui consiste à mettre Sens commun toujours en avant, d'agiter l'épouvantail Sens commun, justement pour renforcer le caractère entre guillemets, dit réactionnaire de la droite et des Républicains. Il faut quand même calmer ces esprits-là et s'employer à dire à pas mal de journalistes qui sont peu informés que Sens commun, c'est
une minorité à l'intérieur des Républicains et que la plupart des Républicains qui sont attachés à ce parti et qui veulent continuer à voter pour la droite, eh bien, n'ont que faire de sens commun et des idées de sens commun, qui ne sont pas la colonne vertébrale des Républicains. Accessoirement, ils sont plus conservateurs que réactionnaires, sans doute, dans leur état d'esprit. Yves, ça veut dire quoi, sens commun? Bon sens? Bah oui, sens commun, ça veut dire le bon sens. Ah, c'est pour ça que... Bah, si c'était appelé le bon sens, on aurait peut-être mieux compris. Alors, je vous propose qu'on passe à un autre sujet. Sans doute ne connaissiez-vous pas Christophe Arend, à moins d'être un spécialiste de la vie politique. C'est un député de La République En Marche de Moselle. Il est sous les feux des projecteurs depuis ce week-end, depuis qu'une ancienne collaboratrice l'a accusé de harcèlement sexuel. Vous savez, dans cette campagne appelez-la comme vous voulez, de dénonciation, le terme n'est pas forcément désobligeant dans ma bouche, de harcèlement divers. Et Christophe Arend dit, mais non, c'est pas vrai du tout. C'est parole contre parole, c'est la présomption d'innocence contre des accusations très, très précises. Je vous propose d'écouter 2 points de vue sur cette affaire. Celui de Richard Ferrand, c'est le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, et celui de Marlène Schiappa, la désormais célèbre secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Écoutez. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il y a des accusations graves portées contre M. Arend. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il a, lui, déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Nous sommes dans un pays où l'on aime rappeler qu'il y a présomption d'innocence, donc il faut prendre cela en compte. Ce qui est essentiel, vous savez, ce qui est essentiel, je pense, tant pour la personne qui porte les accusations que nous avons entendues, que pour la personne qui nie ces accusations, il faut que la lumière soit faite et vite. Quand on exerce des responsabilités politiques, le droit commun s'applique et doit s'appliquer. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de protection particulière pour les députés à cet égard. Il y a dans notre droit, pour lui comme pour tout le monde, comme pour Tariq Ramadan, comme pour les autres noms, une présomption d'innocence jusqu'à la condamnation. Et nous verrons au moment de la condamnation. Mais bien évidemment, s'il était mis en examen ou condamné, je pense que sa place ne pourrait plus être à l'Assemblée nationale. Daniel Biaillon, on sent une espèce de gêne là, parce que d'un côté, il y a des accusations qui sont fortes, et de l'autre côté, il y a cet homme qui nie, et on se dit, mais est-ce qu'on est allé trop loin dans ce mouvement de dénonciation? Bon, c'est vrai que, je veux dire, c'est très bien que la parole se délivre. En même temps, c'est vrai qu'on n'évitera sans doute pas à un moment donné, dans ce cas-là, dans un autre, un système de vengeance, etc., ou de délation. On ne peut pas éviter dans ce type de campagne des gens qui vont en profiter pour se venger de quelque chose. Ou pour se, donc c'est très délicat. Mais moi, je suis quand même atterré par ce que j'entends tous les jours. Et je crois que ces personnes-là doivent être sanctionnées. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est un peu ce que disait Natacha Polony chez vous samedi dernier, c'est-à-dire continuer à faire la différence entre une forme de virilité, de bienséance, de courtoisie de la part d'un homme et ce qu'on appelle le harcèlement sexuel. Ça n'a rien à voir, parce que si on arrive à une société où, comme aux États-Unis, moi j'ai travaillé aux États-Unis, où quand vous montez dans l'ascenseur avec une femme, vous regardez que les boutons de l'ascenseur et des étages pour ne pas être accusé de l'avoir harcelé, et ensuite vous ne recevez pas une femme dans un bureau sans avoir la porte grande ouverte, on va vers une société qui, à mon avis, n'est pas tellement vivable. Non, c'est sûr que, si vous voulez, il faut se méfier du tribunal médiatique quand même. Moi, il y a quelque chose qui m'effraie. On a toujours l'impression de découvrir l'eau chaude, alors que le sujet dont on parle, qui est un sujet grave, on l'a déjà évoqué quand il y a eu l'affaire Dominique Strauss-Kahn, où moi, personnellement, je me suis employé justement à dire que il fallait quand même faire la distinction entre un homme qui est volontiers dragueur, ce que passait pour être Dominique Strauss-Kahn, et quelqu'un qui agresse une femme, ce qui est quand même complètement différent. C'est un sujet qui a été aussi mis sur la table quand il y a eu l'affaire Denis Baupin, qui s'est terminée, entre parenthèses d'ailleurs, par un non-lieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le député écologiste Denis Baupin, pardon. C'est quand même, à chaque fois, on a l'impression qu'on découvre, on sait qu'on est dans une société où quand même, je pense que le règlement de ce genre de sujets, qui sont des sujets extrêmement douloureux, eh bien, ça progresse quand même. J'imagine qu'il y a 30, 40 ans, il se passe exactement les mêmes choses, des choses aussi horribles, aussi affreuses, et que les femmes répudiaient à en parler, on en parlait très peu, c'était des sujets qui n'étaient pas du tout mis sur la place publique, et je pense qu'aujourd'hui,
eh bien, ce qu'il faut, c'est que les forces de l'ordre qui sont appelées à prendre les plaintes, à recueillir les plaintes, et puis la magistrature, eh bien, doit être un peu plus familiarisée à ces problèmes-là. Voilà. Simplement, moi, je suis contre le tribunal médiatique, et je pense que quand il y a quelque chose comme ça, il faut que ça se passe dans la justice pénale, en l'occurrence. Je verse une pièce au dossier. Si vous voulez réagir, vous le ferez. Avec une intervention de Christine Boutin, qui a pris sa retraite politique ce week-end et qui a dit des choses assez fortes, on va dire. Les faits reprochés par ces femmes, c'était en général, hein, notamment dans la campagne de libération de la parole sur Twitter, ne sont rien d'autre qu'une pincée de machisme héritée de la grivoiserie qui fait partie de l'identité française. C'est-à-dire, ça n'est pas si grave. Oui. Frédéric Dabi, qu'est-ce qu'en pensent les Français dans cette dernière déclaration à se perdre. Je rappellerai qu'elle a annoncé la mort de Jacques Chirac sur Twitter il y a quelques mois. Je ne dis pas ça pour la délégitimer. Ouais. Mais là, c'est un point de vue. Mais en tout cas, lorsqu'on voit le nombre de tweets sur ce sujet, il y en a plus de 400 000. Il y a d'un côté une vraie libération de la parole, de l'autre, pour rebondir sur ce que Yves vient de dire, il y a aussi un sentiment d'impasse de la part des femmes, puisqu'il y a eu des chiffres assez éloquents. 94% des plaintes suite à des faits de harcèlement sexuel sont déclarés sans suite. Parce que les faits ne sont pas qualifiés. Voilà, parce qu'il est difficile de, je dirais, caractériser l'infraction. C'est vrai que du point de vue de la sphère politique, on en a parlé, il y a eu l'affaire, il y a eu un début de libération de la parole au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Il y a eu en 2015 l'appel bas les pattes d'une quarantaine de journalistes politiques femmes qui avaient fait du bruit, mais il y a aussi le sentiment qu'on ne va pas au bout des choses et que les femmes ne peuvent que libérer leur parole dans un cadre aussi où tous les faits antérieurs à 2012 ont été prescrits, puisque la loi a été abrogée en mai 2012 et a été refaite sur le harcèlement en juillet ou en août 2012. Donc il y a aussi un problème, je dirais, d'impasse que ressentent beaucoup de femmes. Alors on a parlé au départ de ces affaires de harcèlement à la suite des accusations portées contre un producteur américain, donc c'était le monde du cinéma. Ça se focalise plutôt ces derniers jours sur le monde politique. Versons une nouvelle pièce au dossier. Écoutez ce que dit Marine Tondelier. C'est une élue d'opposition au conseil municipal d'Hénin-Beaumont depuis 2014. C'est une élue Europe Écologie Les Verts. Elle avait travaillé comme collaboratrice parlementaire d'une députée Europe Écologie Les Verts et elle était hier dans l'émission 19h le dimanche. Tous les jours, vous avez des remarques sur votre tenue vestimentaire, sur le maquillage que vous portez, sur le fait que vous êtes bien sympathique, que vraiment votre intervention, aujourd'hui je vais la lire, je parle pas là de ce que moi j'ai vécu, parce qu'en plus je travaille pour des femmes, donc c'est réglé, mais je vais la lire avec encore plus d'engouement, parce que maintenant que je sais que c'est toi qui l'as écrite, ça me donne beaucoup d'énergie. Mais en réalité, vous ne draguez pas votre collaboratrice, premièrement, et deuxièmement, il y a un rapport hiérarchique qui fait que c'est encore plus grave, et troisièmement, c'est que c'est répété tout le temps, c'est insistant, c'est lourd, et jamais une femme ne va faire ça avec son collaborateur homme. Alexandre Devecchio, quand on est dans une relation professionnelle, encore plus si elle est hiérarchique, on ne drague plus, c'est ce que dit cette femme, vous êtes d'accord ? Enfin, s'il y a une pression par rapport à un avancement, des choses comme ça, mais faire un compliment à sa collègue de travail, je pense que ça devrait être toujours autorisé. Enfin, il n'y a rien là de répréhensible par la loi. Et ce qui me gêne un peu dans le délaton auquel on assiste, c'est qu'effectivement, on a des choses comme il m'a envoyé un texto à 2h du matin où il m'a fait tel ou tel compliment et on amalgame ça avec des faits de viol. Je pense qu'il faut quand même raison garder et voir que c'est pas tout à fait la même chose. Et puis il faudrait pas non plus prendre la place des vraies victimes de l'histoire, puisque les mêmes aujourd'hui qui sont les plus hystériques sur ce sujet expliquaient par exemple que dans le quartier de la Chapelle-Pajol où les femmes ne pouvaient plus passer dans le 19e arrondissement, ne pouvaient plus passer dans ce quartier-là, parce qu'effectivement, il y avait des comportements d'hommes intimidants, violents. Ces mêmes femmes qui sont là, hystériques, expliquaient qu'il fallait agrandir les trottoirs ou que c'était un problème de luminosité des rues. Donc, il faut être cohérent et je trouve qu'il serait plus courageux de dénoncer, par exemple, la situation des femmes dans certaines cités, les tournantes, etc., une espèce de laxisme des magistrats qui relâchent facilement les gens qui sont condamnés pour viol, etc., etc. Donc voilà, moi je commence à trouver tout cela un peu excessif et dangereux.
Surtout que, quand même, que je sache jusqu'à aujourd'hui, une majorité de mariages se font entre collaborateurs d'une même entreprise. Souvent, on se rencontre sur son lieu de travail. Donc, si on n'a plus le droit de parler à une femme ou à un homme sur son lieu de travail, il va y avoir un certain nombre de mariages en moins, je crois. Et la loi, le projet de loi de Mme Schiappa me paraît difficile à mettre en application, puisqu'il s'agirait de verbaliser tout comportement à caractère harceleur, je dirais, dans la rue. Ce qui sera très difficile à prouver, parce que sauf à être pris en flagrant délit, je ne vois pas très bien comment cette législation pourra rentrer en application. Un commentaire, une précision de Léa qui nous dit « Le harcèlement sexuel, c'est l'action répétée, hein, ne vous trompez pas de combat ». Donc on est d'accord que ce n'est pas un compliment isolé, voire même une avance, parce que a priori, oui, c'est ça la difficulté de cette définition. Je vous propose pour terminer de parler de foot, et là je m'accroche à mes notes. Il y avait ce week-end un match entre le Paris Saint-Germain et Marseille, ça s'est terminé sur une égalité 2-2, mais ça a été assez chaud. Neymar, vous savez, la star du PSG, le footballeur brésilien qui a signé pour 222 millions d'euros, je crois que c'est un record mondial pour le PSG, a été expulsé pour 2 cartons jaunes consécutifs. Il se plaignait d'avoir été maltraité par des joueurs d'en face. Écoutez. Sim, acho que foi exagerado assim, foi injusto. Acho que passei o jogo inteiro apanhando bastante, né? Tenho muitas marcas pelo corpo. E foi lance que eu tentei continuar a bola depois de ter sofrido a falta. E tomei golpe e fiquei revoltado de tomar golpe por trás. Por isso que eu acabei girando, tomando satisfação. Falando assim, pô, por quê? Tá doido? Por trás ainda, jogo parado. E aí o cara valorizou e eu fiz tudo que o árbitro queria. Eu acho que era me expulsar e aparecer um pouco mais com os jogadores. Alors, on n'est pas dans une émission de football, donc moi je voudrais qu'on généralise un petit peu le propos. On a vu des comportements, on se dit mais c'est ça le football d'aujourd'hui. Alors, commençons par le comportement des joueurs. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gestes violents, brutaux sur le terrain pour essayer de gêner l'autre? Sincèrement, non. Écoutez, moi je suis le football depuis fort longtemps. On peut dire que le football depuis les années 80 est plus viril que par le passé, et c'est... Je ne vais pas refaire l'histoire du football, mais c'est depuis ce qu'on a appelé le football total. Vous voyez, c'est le football initié par les Néerlandais, Johan Cruyff, qui était un football d'engagement physique très fort. Et c'est vrai que le physique compte beaucoup. Et en plus, vous avez des gabarits aujourd'hui, mais ça c'est une évolution de la société, on le voit bien, les gens sont plus grands, plus forts, plus musclés, et c'est vrai qu'il y a une grande virilité. Le problème avec Neymar, si on prend quelques... C'est un mauvais joueur, Neymar? Non, c'est pas ça, c'est que les grands joueurs... Je veux dire, psychologiquement. Les grands joueurs sont évidemment la cible de coups irréguliers, beaucoup plus que d'autres joueurs, parce qu'ils sont difficiles à saisir. Neymar est un très grand joueur, on ne peut pas le nier, un très bon technicien, et parfois, pour l'arrêter, ses adversaires commettront des fautes, et des fautes qui sont inacceptables, c'est vrai. Mais il n'y en a pas eu plus dans ce match-là que d'habitude, Daniel Bilalian? Pas un match décousu à ce Non, point-là. pas spécialement, non, mais ce que vient de dire est bien réel, c'est-à-dire que l'évolution du football, comme celle du rugby, va vers une virilité beaucoup plus accentuée que par le passé, avec des physiques, si vous regardez par exemple les joueurs de l'équipe de France de rugby des années 70, avec Jean Gachassin qui fait 1m52, je ne sais pas comment il pourrait aujourd'hui jouer au rugby. Et au football, Raymond Coppa, qui faisait lui aussi 1m62, est-ce qu'il pourrait continuer à jouer au football aujourd'hui? Mais ce qu'on a vu hier soir, moi je suis un peu plus dur qu'Yves, c'est que voilà, hier soir il s'est passé ce qui se passe aujourd'hui dans le football, c'est l'argent, la violence. Pour moi, hier soir, c'est l'exemple même. C'est la violence, c'est-à-dire avant le stade, il y a des manifestations, pendant le match, pour des raisons inexpliquées, mais de violence à l'égard de quelqu'un qui a coûté très cher à Paris, on lui envoie des canettes de soda ou des chiffons, des cailloux, des jus d'orange, du coca. Voilà. Ouais. Et donc il y a une violence. Ces gens qui sont dans la tribune et qui font ça n'ont rien à voir avec le football. Et aujourd'hui, vous avez de plus en plus dans le football ce type de comportement. C'est-à-dire que le supporter est devenu aujourd'hui quelqu'un... C'est souvent un voyou, c'est parfois un délinquant. Il ne vient pas là pour regarder. D'ailleurs, vous verrez souvent que les supporters, pendant les matchs, ils tournent le dos au match. Cela dit, Daniel a raison, il faut déplorer la violence dans les stades, mais ce n'est pas irréversible.
Si vous prenez le Paris Saint-Germain, puisqu'il est question du Paris Saint-Germain, et c'est vrai que le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ont des clubs de supporters parfois un peu turbulents, mais par exemple au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, où il y avait une violence, mais qui était une violence haineuse, hein, pour le coup, nazillonne d'ailleurs, hein, eh bien, une politique ferme, on doit rendre hommage aux dirigeants du Paris Saint-Germain, eh bien, a permis de nettoyer, si vous me permettez, complètement le public du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, vous ne voyez plus cette violence qui existait, y compris dans les mots qui étaient proférés dans le stade. Donc, c'est possible de lutter contre ça, et ça marche. Au Paris Saint-Germain, ça a été prouvé. Donc, il ne faut pas désespérer. Je passe la parole à Frédéric Dabi, après vous avoir donné le point de vue d'Hugo, qui nous dit « Neymar est un super joueur, mais aujourd'hui, il faut que les footballeurs retrouvent du respect et de l'humilité. Vous ne verrez jamais un rugbyman critiquer un arbitre. » Oui, ça va commencer, ça, oui, ça commence aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a une attente d'exemplarité vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de joueurs qui ont coûté cher. On avait fait une enquête il y a quelques années, il y a 2-3 ans, sur Zlatan Ibrahimovic. On avait vu que l'image qu'il avait auprès des Français et auprès des fans de foot s'était un petit peu dégradée, suite aussi à des cartons rouges, suite à un moment où il avait parlé de championnat de merde, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai qu'il y a une attente d'exemplarité forte, d'autant plus que le coût du transfert de Neymar a bien marqué les Français. Il n'y a pas eu un rejet viscéral, mais ça enracine le football dans le monde de l'argent. C'est vrai aussi que les grands joueurs se font matraquer. Rappelez-vous... Daniel, à mon avis, vous en souvenez très bien, Coupe du Monde 82, Maradona dans un match contre l'Italie se fait vraiment, mais absolument marcher dessus pendant quasiment tout le match. Il réplique et le carton rouge, c'est lui qui le prend. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier. Alexandre Devecchio, je sens que vous brûlez d'envie de prendre la parole. Pas spécialement, mais alors pas pour le match d'hier, ni pour Neymar, qui à mon avis est un joueur plutôt correct. Et là, on peut le comprendre. On se souvient qu'il avait été blessé quand même très durement durant la Coupe du Monde au Brésil. Il avait failli être paralysé. Donc on peut comprendre son agacement. Et c'est quelqu'un qui est plutôt correct sur le terrain. Mais on rappelle qu'il joue dans l'équipe nationale du Brésil, évidemment, dont il est même le capitaine. Mais on voit effectivement de manière plus générale... Et dans les tribunes et aussi sur le terrain, certains joueurs se comportaient un peu, comme il faut le dire, comme des racailles qui crachent sur leurs collègues, qui donnent des coups de boule. D'ailleurs, on avait trouvé ça presque formidable à l'époque quand c'était Zinedine Zidane. Donc le football n'échappe pas aux maux de la société. Ils sont peut-être encore aggravés puisque le football moderne, c'est aussi la société de consommation dans toute sa puissance. Il y a aussi un phénomène nouveau, c'est qu'on ne l'a pas souligné, c'est qu'il y a des arbitres aujourd'hui qui aiment bien se faire remarquer et qui sont prêts à gâcher des matchs pour faire preuve d'autorité et se faire connaître. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Cela dit, c'était normal qu'il se fasse expulser hier, parce que quand bien même il se fait agresser, parce qu'il se fait agresser par l'ancien monégasque, le néo-marseillais Ocampos. Mais il a quand même un geste qui est du même ordre, même s'il n'y a pas le coup de boule, qui est du même ordre que celui de Zidane quand même. Ça ne se fait pas sur un terrain de football, donc c'est normal qu'il soit expulsé. Je ne pense pas que ça soit une affaire d'État. Il sera privé de match probablement la prochaine fois, parce que quand vous êtes expulsé d'un terrain, vous n'avez pas le droit de jouer la fois suivante. Bon, c'est la vie du football, je dirais. Hein. Mais sincèrement, pour un match... comme celui d'hier, qui est toujours très attendu. Parce que c'est PSG-OM. Parce que c'est PSG-OM, les deux plus grandes villes de France, et puis que c'est le Sud contre le Nord, enfin il y a tous les symboles. C'est pas un match violent hier, sur le terrain j'entends. C'est beaucoup plus violent effectivement dans les tribunes, à tel point que les supporters parisiens ont été interdits de faire le déplacement pour aller supporter leur équipe. Ce qui est tout à fait... ce qui est normal, compte tenu de la violence qui pourrait s'exprimer, mais c'est détestable, je veux dire, ce genre de comportement. Donc il faut le rappeler que le match d'hier était un match correct, en dehors de ça. Frédéric Dabi, est-ce que les Français sont sensibles à ce genre de dérive, même si ce n'était pas caractérisé hier, ou bien est-ce que c'est comme pour le vélo, où on sait qu'il se passe des trucs qu'on n'aime pas beaucoup, mais tant pis, ça reste des sports très populaires? Bon, ça reste des sports extrêmement populaires. On a toujours... il y a eu d'ailleurs un vrai basculement, c'est une question que l'IFOP pose depuis très longtemps, sur le club de football préféré. Pendant très longtemps, ça a été Saint-Étienne, puis ça a été Marseille, et depuis quelques années, c'est devenu Paris. Alors que pendant très longtemps, c'était un club qui suscitait des réactions extrêmement contrastées. Oui et non, c'est vrai qu'il y a eu un très bon ressenti de l'opinion de l'Euro 2016, et on a très vite oublié qu'il y a eu à Marseille, lors du match Russie-Angleterre, en marge de ce match, des violences sur la Canebière et sur le Vieux-Port absolument inacceptables. Alexandre Devecchio, le mot de la fin là-dessus?
Non, il y a peut-être une... Merci pour la dernière question. Il y a peut-être une chose à dire, c'est que à l'époque de Saint-Étienne, les joueurs ressemblaient peut-être plus à l'ouvrier qui allait les voir. Aujourd'hui, on a quand même des salaires déments et des gens qui sont déconnectés de la réalité. C'était les fils de mineurs polonais qui devenaient joueurs de football. Non, moi je pense que les gens l'acceptent aujourd'hui. Je vais faire quelque chose, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous sembler bizarre, mais à partir du moment où on passe de citoyen à consommateur, on accepte beaucoup plus ce type de comportement. Ouais. Bah, monsieur, une fois de plus, vous nous avez dit des choses intelligentes. Merci à tous les quatre et à demain pour un prochain point de vue. Bonsoir.